Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Pour votre confort, cet épisode a été séparé en 2 parties. Ceci est le début de la première partie. On parle énormément d'intelligence artificielle en ce moment, de ses avancées, de ses promesses, mais aussi et surtout de ses dangers. Et l'une des questions qui revient souvent, c'est « Mais quel impact cette technologie va-t-elle avoir sur les enfants ?» Et en préparant cet épisode, d'abord, j'ai découvert que quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'un enfant, au sens du développement cérébral, c'est une personne de 0 à 25 ans. Parce qu'effectivement, jusqu'à 25 ans, en fait, notre corps évolue énormément, en particulier notre cerveau. Et forcément, ça change beaucoup de choses sur la manière dont on pense l'éducation, la parentalité et même la société. Et pour en parler, j'ai invité Mathilde Serioli, qui est psychologue, neuroscientifique, spécialisée sur l'enfance. C'est aussi la cofondatrice de Everyone.ai, Everyone.ai, qui est une startup qui explore justement le lien entre IA, développement de l'enfant et accompagnement des professionnels de la petite enfance. Et dans cet épisode, on parle du développement du cerveau, de cette incroyable plasticité qui fait de l'enfance une période qui est clé, mais aussi des risques qui sont liés à une surexposition des écrans et à des interactions déshumanisées qu'on peut avoir par exemple avec ChatGPT. Mais aussi des modèles éducatifs trop techno. On parle de ce que l'IA peut venir renforcer ou abîmer dans la relation adulte-enfant, de comment nos peurs de parents peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices, de la nécessité de penser des technologies à hauteur d'enfant, et surtout de comment on peut utiliser ces outils pour mieux comprendre, mieux accompagner, mieux respecter chaque étape du développement humain. C'est un échange qui est subtil, qui mêle science, éducation, société et émotion. Et si, comme moi, vous pensez que la façon dont on traite les enfants dit beaucoup de la société qu'on construit, alors vous êtes exactement au bon endroit. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mathilde. Bonjour Grégory. Comment tu vas aujourd'hui ? Eh ben, ça va bien, contente d'être ici. Enfin, d'ici, oui, je irais bien au Portugal vers toi, mais en Californie, de mon côté. Ouais, ça va, San Francisco, c'est pas la pire endroit où être. Non, c'est vrai. Quand même. T'as San Francisco même, hein, je me trompe pas. Non, je suis à San José. Donc, San José. Il fait plus beau. Plus chaud, mais moins d'architecture, quoi. On peut pas tout avoir. On va parler d'IA et on va parler d'éducation. Et je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de parents, qui se posent des questions, parce qu'on voit bien à quelle vitesse l'usage, parce qu'en fait l'IA c'est pas quelque chose, c'est pas un nouveau projet, je veux dire ça date d'il y a 40 ans, même plus, des années 60, déjà on parlait d'IA, sauf que là en fait, en particulier avec l'avènement de ChatGPT, ça a tout bouleversé, et aujourd'hui on voit, et j'ai vu en Angleterre, en Chine, des écoles où les professeurs deviennent des IA par exemple, et ça pose énormément de questions. Comme on se posait la question de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des enfants, il y a cette question autour de l'IA. Pourquoi, enfin, peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est que Everyone.ai, enfin, donc la structure que t'as cofondée, si je me trompe pas trop. Ouais. Et pourquoi c'est un sujet qui te semble hyper important pour toi spécifiquement et dans lequel tu as envie de t'engager? Alors, tu m'as fait une parfaite introduction en parlant des réseaux sociaux. Everyone.ai, ça vient vraiment du constat que... Donc, moi, mon background, c'est vraiment en neurosciences et psychologie, auprès des enfants en particulier. Et finalement, quand on regarde les réseaux sociaux à l'heure actuelle, il y a énormément de débats sur leur responsabilité au niveau de... un petit peu la crise au niveau santé mentale qu'on voit chez les jeunes. Mais là où tout le monde est à peu près d'accord, peu importe... à quel chercheur et à quel psychologue on parle, c'est de dire, si on devait faire les réseaux sociaux là tout de suite, est-ce que c'est comme ça que vous les feriez ? La réponse est systématiquement, non. Genre, c'est pas ça qu'on aurait fait. On aurait pu pousser des trucs beaucoup plus bénéfiques au niveau de l'utilisateur, qui se serait vraiment basé sur le bien-être de l'utilisateur, comment on l'aide à grandir, comment on l'aide à connecter réellement. Et c'est un petit peu la mission en fait qu'on se donne avec Everyone.ai, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si on prenait ces experts maintenant au moment justement du generative AI et qu'on sait ce travail qui n'a pas été fait à l'époque, de dire demandons aux experts, en fait vous comprenez bien l'humain, ça a besoin de quoi un humain,
Alors nous, on a un focus particulièrement sur les enfants et je pourrais revenir pourquoi. Mais globalement, si on doit créer des produits, comment on s'assure que, en fait, on est en train de créer des solutions et pas des nouveaux problèmes, en travaillant du coup avec un petit peu tous les gens qui ont un pouvoir là-dessus. Mais il y a une question que je me pose, tu vois, tout de suite dans ce que tu dis, c'est que c'est sans doute vrai pour les personnes qui y travaillent, mais les personnes qui les créent, en particulier les investisseurs, ils sont pas si intéressés que ça par les clients. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'observe, par exemple, on pourrait se dire, je vais prendre deux exemples, celui de YouTube et celui de Spotify. On pourrait se dire que YouTube, donc Google, ils ont intérêt à l'augmentation de la connaissance des gens, etc. La vérité, c'est quoi? C'est qu'ils ont lancé les shorts qui permettent de multiplier les sources de revenus pour eux, où les créateurs sont moins rémunérés. Les gens, en fait, les YouTubeurs que je connais, leur audience a été divisée par 3 sur les contenus longs. C'est des publics qui sont plus jeunes, qui regardent les shorts. Et en fait, ils sont en train de détruire complètement la valeur chez les individus. Par contre, c'est à leur bénéfice parce qu'ils vendent plus de pubs. Autre exemple, celui de Spotify. On pourrait se dire Spotify, ils défendent les créateurs de contenu, les musiciens, les podcasteurs et autres. La vérité, c'est quoi? C'est que ils utilisent beaucoup d'AI pour faire de la musique. Eux, ils ont aucun intérêt à payer des droits d'auteur aux créateurs. Donc, en fait, il y a toutes les playlists qu'ils poussent d'ailleurs dans nos flux, qui sont thématiques, genre l'été, have fun ou whatever. En fait, ce sont des créateurs imaginaires qui ont été créés par eux. Ce sont des AI. C'est pas du tout des vrais musiciens, ce qui leur permet d'économiser de l'argent parce qu'ils payent pas de frais et ils peuvent à volo comme ça créer de la musique. Donc en fait, je suis d'accord sur le principe dans ce que tu dis de les gens qui travaillent, mais quand tu regardes les modèles et la manière dont ils fonctionnent, je suis pas si sûr en fait au final qu'ils auraient fait autrement. Ouais, non, c'est un bon point que tu soulèves et c'est aussi pour ça que, alors il y a plein de raisons pour lesquelles on s'intéresse aux enfants. Je reviendrai sur l'aspect plutôt neurologique des enfants, mais il y a aussi un des aspects que on est très très bon pour protéger notre progéniture, beaucoup plus que pour se protéger nous-mêmes. Par exemple, quand on a voulu faire adopter la ceinture de sécurité, les gens la mettaient pas et on s'est dit on va juste rendre ça obligatoire pour les enfants. Puis quand ton enfant il te demande mais pourquoi je dois mettre une ceinture? J'ai pas envie de la mettre et que tu dois lui expliquer parce qu'en cas d'accident si tu l'as pas tu vas mourir. C'est un peu compliqué après d'expliquer à ton enfant, mais moi je vais pas la mettre. Donc on est meilleur pour mettre des sécurités pour nos enfants. Et c'est ce que je vois en fait, c'est un peu notre avantage, c'est que toute l'équipe, on est quatre cofondateurs. Donc il y a Anne-Sophie Seret qui est un peu la locomotive, qui fait vraiment avancer les projets, qui sait enfoncer les portes et qui a vraiment cette capacité à créer ces espaces de conversation. Greg Renard qui bosse dans l'IA depuis 25 ans, et ça fait longtemps en fait qu'il se pose ces questions de réaliser. En fait, ça va marcher notre projet de faire de l'IA. Et maintenant, il va falloir qu'on commence à se poser des questions de comment on fait ça de manière éthique. Parce que pendant longtemps, j'ai quand même l'impression, pour fréquenter des experts en IA, que c'était un projet de chercheur, c'était un projet de rêveur, de si on pouvait faire ça. Et ça paraissait tellement loin que ça fonctionne, que les questions de comment on fait si ça fonctionne, c'est pour ça qu'il y a on parle beaucoup plus d'IA éthique maintenant et que ces conversations arrivent. Greg, ça fait un moment qu'il commence à se dire, attends, si ça marche, il faut quand même qu'on commence à se poser ces questions-là maintenant. Donc avec un fort intérêt et avec Céline Malboisin qui fait aussi partie de notre équipe et qui, elle, est plutôt sur l'aspect éducation, qui a longtemps travaillé avec les enfants en tant qu'orthophoniste, qui se pose les questions sur l'éducation et qui crée tous ensemble en fait ces conversations sur quand on fait de l'IA, comment on réfléchit avec l'aspect technique de Greg, avec mon aspect plus neuro, comment on crée ces conversations entre nous. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait aller les créer plus larges et qu'il fallait aller mettre les bonnes personnes autour de la table. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en étant dans la Silicon Valley, moi, les développeurs de produits, ou des fois, vu d'Europe, c'est genre, c'est des méchants, ils veulent juste se faire de l'argent sur notre dos. C'est les gens que je rencontre au goûter d'anniversaire avec mes enfants, c'est les gens que tu rencontres en networking, c'est ton voisin. Et au point de vue individuel, ces gens-là, ils n'ont pas envie de créer des produits de crotte. Ils croient profondément dans les produits et dans les choses qu'ils ont envie de faire. Et donc, il y a une vraie motivation. Et ce que je vois, même dans les gens assez haut placés dans ces compagnies, souvent, la première chose qu'ils vont dire, c'est « Ah, merci de vous en occuper, j'ai des enfants, je suis inquiet. » Donc, il y a une vraie inquiétude quand ça touche aux enfants. Beaucoup plus que les questions qui pourraient se poser pour eux-mêmes, mais qui se posent pas. Quand on est sur les sujets des enfants, c'est quand même un levier
parce que c'est là où on va être peut-être un peu moins terre à terre rationnel et où on va être un petit peu plus drivé finalement par la réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de laisser à mes enfants derrière. Ça change vraiment ça change l'angle. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment du potentiel pour faire avancer les choses et que c'est une des raisons parmi les autres aussi, parce que les enfants sont plus vulnérables, ce qui rajoute encore une couche à ça, et on pourra revenir sur pourquoi. Mais c'est vrai que ça change un peu la donne sur comment on crée ces conversations. Et donc pour toi, le néolibéralisme ne s'oppose pas à l'éthique, d'une certaine manière? J'ai l'impression que, alors il y a ce côté sur la question des enfants un petit peu moins, et aussi parce que maintenant, même pour faire du profit, les parents commencent à être inquiets. Pendant longtemps, on se posait pas la question de la tech, on se posait pas la question du temps d'écran, on se posait pas la question de à quel âge mon enfant commence les réseaux sociaux. Donc ça devient des vrais sujets de conversation dans la société. Donc même si on veut être hyper cynique en disant ils veulent juste faire de l'argent, ils se rendent quand même compte qu'à un moment, pour faire de l'argent aussi, il va falloir prouver qu'ils font un peu gaffe aux enfants, parce qu'il y a quand même une vraie du côté des parents, quand on voit un petit peu les surveys qui sont faits, le niveau de trust, de confiance est vraiment en berne, et les enfants, c'est tes futurs utilisateurs, t'as intérêt à les avoir, et pour les avoir, t'as intérêt à ce que les parents autorisent. Donc il faut aussi voir cet aspect-là dans le commerce. Il y a une question que je me pose, il y a cette sorte de mythe, je sais pas si c'est un mythe d'ailleurs, c'est un peu ma question, que les patrons de ces boîtes de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'avoir des écrans. Toi qui vis dedans, est-ce que c'est vrai? C'est moite-moite, je dirais. J'en vois qui eux-mêmes utilisent énormément, laissent leurs enfants utilisent-le et qui n'ont aucune inquiétude, et j'en vois pas du tout. Donc je dirais que c'est très partagé. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des couples. Est-ce que les deux sont dans la tech? Est-ce qu'il y en a qu'un des deux qui est dans la tech? Est-ce qu'il y en a qui sont dans l'éducation? Parce que dès que tu mets quelqu'un qui est dans l'éducation à côté, en général, c'est là où tu vois un espèce de retrait sur les écrans. Exactement. Donc ça joue beaucoup aussi sur qui sont les deux parents. En général, les conversations, à mon avis, évoluent beaucoup par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression que, et moi c'est la sensation que j'ai, donc c'est un biais totalement, mais du coup je te pose la question, que les gens dans la Silicon Valley, et en particulier les gens qui travaillent dans l'IA, vivent dans un monde un peu parallèle où ils ne voient pas nécessairement le mal, ou en tout cas ils ont cette pensée magique que la technologie va tout résoudre et que de toute façon on trouvera des solutions. C'est une bonne question. Je pense que oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, je donne pas mal de talks ou en France ou aux États-Unis, et je suis obligée de changer complètement ma façon de parler. Aux États-Unis, j'ai toujours l'impression que je suis un peu la relou de service en disant non mais il y a des risques, il faut faire gaffe les amis, faut penser, faut anticiper. Et à l'inverse, quand je parle en Europe, je suis obligée d'être beaucoup plus non mais il y a pas que des risques, il y a des trucs cool. Il faut y aller, mais il faut réfléchir à comment on y va. Très bien que vous preniez du temps pour réfléchir. Il y a vraiment besoin et c'est nécessaire. Et en même temps, passez pas à côté d'un truc cool par peur. Donc, je pense qu'il y a un gros biais sur l'Europe et il y a un gros biais sur les États-Unis. À la limite, une fois de plus, moi, je crois vraiment en fait qu'il faut créer des conversations entre les deux pour justement aller trouver un peu un middle. Je suis désolée, je vais parler en franglais. Middle ground. Un middle ground. Mais ça va être une interview en franglais. Mathilde, un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Voilà, tu peux me corriger, je vais apprendre du vocabulaire. Pour toi qui es psychologue et neuroscientifique, ça veut dire quoi un enfant? Techniquement, qu'est-ce que tu appelles un enfant? Un enfant, c'est 0,25 ans pour moi. Oh wow, donc c'est large. Ouais. Non, en fait, alors il y a enfant, donc légalement c'est 0,18. Il y a un cerveau en développement, c'est 0,25. Et du coup, je peux faire en mode. Le cerveau il est en développement. Ouais, jusqu'à 25 ans, on n'est pas fini. D'ailleurs, c'est quand tu repenses à certaines décisions que tu as prises à 22 ans, ça te paraît tout à fait potentiel que tu n'étais peut-être pas tout à fait terminé sur certains aspects, notamment surtout le contrôle, planification, impulsivité, donc la partie frontale du cerveau, donc qui est vraiment en avant, ce qui se développe en dernier. Donc ça se développe, ça veut pas dire que ça attend d'avoir 25 ans, mais vraiment la fin de ce développement, en moyenne, se fait autour de 25 ans.
C'est pas 35 Donc il y a chez une les hommes. immaturité. Non. Ça, il y a peut-être des aspects culturels aussi. Mais C'est pas vraiment biologiquement, genré, non. Il n'y a pas de Non, genre. Ce genre de choses. il y a un petit décalage, mais pas de 10 ans. Non, non. Pas de... Oui, non, c'était une Ça blague. vous donne pas 10 ans de plus. mais non, il y a un décalage. Mais il y a un petit décalage quand même. Oui, globalement, il y a des choses qui se mettent. La fin est à peu près pareille, mais il y a des choses qui se mettent en place à des rythmes légèrement différents. Mais globalement, ça, entre hommes et femmes, ça se ressemble beaucoup. Mais en fait, l'intérêt de justement, et c'est pour ça qu'on se pose la question en particulier, parce que notre mission, c'est vraiment d'aller réfléchir avec everyone à l'impact cognitif et socio-émotionnel d'interagir avec des IA, que ce soit impact positif ou négatif, puisque en fait notre cerveau globalement il se développe entre 0 et 25 ans, et il y a deux choses qui influencent, et c'est toujours le même débat, genre est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est la génétique? C'est les deux. Donc, il y a l'aspect génétique qu'on connaît bien et que tout le monde a en tête de c'est pour ça que j'ai les yeux de cette couleur, que je fais cette taille et que mes cheveux sont comme ça. Mais il y a l'aspect génétique aussi qui en fait décide, c'est un peu le chef d'orchestre, la génétique, de quand est-ce que le cerveau se développe, quelle fonction se développe, à quel moment. Ça, c'est aussi géré par la génétique et ça, c'est fixé. Donc, par exemple, peu importe où tu habites dans le monde, ta culture, ton langage, les enfants, ils disent leurs premiers mots autour de 1 an. Ça, c'est pas dû au hasard, c'est que vraiment toute la partie très langagière dans le cerveau, il y a une organisation importante qui se fait dans le cerveau à ce moment-là, par différents process. Au début, on fait beaucoup de neurones, beaucoup de connexions partout, ça me permet de tout faire. C'est pour ça qu'un bébé peut reconnaître n'importe quelle langue, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Puis au bout d'un moment, le but du cerveau, c'est que ça n'a pas de valeur de reconnaître toutes les langues. Ça prendrait de la place pour des choses qui sont pas les bonnes. On optimise. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va finir par sélectionner. Ok, toutes ces connexions-là, je les utilise pas. On commence à c'est ce qu'on appelle le pruning. Genre, on commence vraiment à enlever ces connexions, et donc on garde celles qui sont les meilleures. Et puis après, celles qui sont très utilisées, la connexion va aller se fluidifier avec d'autres processus neurologiques. Et donc ça fait que quand on est en train d'apprendre une fonction, on apprend extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'un adulte, puisqu'on a ce potentiel de connexion, puis après, cette adaptation qui permet qu'on devient efficace. Donc, au moment où tu es en train d'apprendre ça, ce qu'il faut, c'est que tu aies les bonnes interactions. Il faut que ton environnement, il fasse bien son travail. Et c'est pour ça que si tu as appris, alors je sais pas pour toi, moi j'ai un accent pourri en anglais, parce que j'ai appris trop tard. Ça veut pas dire que je peux pas apprendre. Toi, t'es bon? Ok. Non, ça va à peu près. Je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, ça va. Sur l'accent, ça va à peu près. De genre, ça pourrait, oui, puis parce qu'il y a tout l'aspect à quel point tu le pratiques, comment tu le pratiques, donc on peut aller rattraper. Mais moi, mes enfants sont nés aux États-Unis, ils se foutent de moi. Là, il y a pas photo, hein, parce que voilà, il y a pas photo, mais eux, ils sont capables d'avoir un bon accent parce qu'ils ont appris pendant leur fenêtre de développement. S'ils apprennent l'espagnol demain, ils vont avoir un accent pourri s'ils l'apprennent quand ils ont plus que 15-16 ans. Parce que là, on sera vraiment dehors. Et donc, c'est un peu... et je donne l'exemple de l'accent, mais ça marche pour tout. C'est vraiment gros. On a des moments où on apprend très, très vite, très, très bien. En dehors de ça, on continue d'apprendre. C'est pas parce qu'on a plus que 25 ans qu'on n'apprend plus rien. On apprend moins bien et on peut pas apprendre avec le même niveau d'efficacité. Donc, c'est là où si tu mets de l'IA dans l'environnement, est-ce que cette IA, finalement, il peut booster certaines opportunités ou juste offrir d'autres alternatives, mais qui sont bonnes? Ou est-ce que ça te prend beaucoup de temps et ça te permet pas d'apprendre ce que tu devrais, ou ça te le fait apprendre sous un format différent? Est-ce que tu apprends la même chose au niveau de la réciprocité dans les échanges entre 4 et 6 ans si tu es avec un autre enfant ou si tu es avec un petit robot? Probablement pas. Alors si tu es 10 minutes ou si tu passes 3 heures avec, ça n'a pas les mêmes conséquences. Donc c'est là où il faut vraiment aller réfléchir, chez les jeunes en particulier, comment ces techs vont aller changer l'environnement, et est-ce que ces changements vont être plutôt bénéfiques? Ça ressemble à quoi des changements bénéfiques ou viennent avec tout un paquet de risques, et dans ce cas, c'est pas des produits qui sont souhaitables pour eux, quoi. Est-ce que tu parlais de changement cognitif? Je me demande, en fait, dans ma tête, l'évolution du cerveau, elle est tellement lente. Tu vois, on dit souvent, enfin moi j'ai cette expression en tout cas en tête, que on a le même cerveau que les humains du moment où on a inventé l'agriculture, c'est-à-dire 15 000 ans, 10-15 000 ans. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des évolutions du cerveau de manière aussi courte non, c'est ça à le cause d'une problème. technologie? C'est ça le problème, c'est que notre cerveau, notre biologie de notre cerveau, elle évolue pas. Oui, c'est ça. On est toujours régi par les mêmes choses. Donc ça veut dire qu'on a les mêmes besoins fondamentaux. Nos besoins, ils changent pas. Notre rythme d'apprentissage, il change pas.
Le truc, c'est est-ce que la tech, l'environnement change beaucoup plus rapidement. Et donc, comment on s'assure que cet environnement, il nous permet de remplir nos besoins fondamentaux de connexion, genre être avec l'autre, c'est pas juste parce que c'est cool. Globalement, quand tu regardes au niveau de la biologie même, tout est renforcé pour qu'on soit en groupe, pour qu'on vive ensemble. Ça a pas changé en fait. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si d'un coup tu remplis plus ces besoins de connexion parce que tu les as avec une IA? Est-ce que ça te donne le même niveau de connexion? Globalement, c'est pas très encourageant dans cette direction. Ça va pas avoir les mêmes apports pour nous en termes de biologie. Donc, le problème, c'est qu'on a un environnement qui évolue très, très vite, alors que notre biologie elle-même n'évolue pas à ce rythme-là. Donc, on va pas pouvoir s'ajuster tant que ça au rythme de l'IA. On va pas se mettre à apprendre incroyablement plus vite parce qu'on a une IA qui le fait très bien. Voilà. Mais par contre, il va falloir qu'on soit capable justement de mettre cette IA à notre rythme et à notre service. Moi, ce que j'observe, et chez moi et chez d'autres, en fait, la manière dont je le lis, on va dire, j'en parlais avec un neuroscientifique d'ailleurs américain qui habite à Lisbonne, qui s'appelle John Krakauer. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un prof dans plusieurs universités aux US qui a écrit pas mal de bouquins, mais qui est en train d'en écrire un sur l'intelligence justement. Et il disait le truc, c'est que le système néolibéral nous oblige tellement à aller vite que c'est pas tant que l'interaction humaine est moins bonne, c'est juste qu'en fait on prend pas le temps. Donc on en arrive à des situations où on est capable de dire ChatGPT m'écoute mieux que mon médecin, me donne des meilleurs conseils. Et ça, c'est la conséquence du fait qu'une consultation moyenne chez le médecin, c'est 8 minutes, que le médecin, il n'a pas été formé à l'empathie, mais évidemment que le médecin, il serait 50 000 fois meilleur qu'une IA, enfin j'espère, mais simplement, l'IA, elle est toujours disponible, elle a tout le temps que tu veux, puisque c'est toi qui lui donne en l'occurrence, et du coup, on perd d'une certaine manière ça de vue, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche tellement à optimiser, à performer, etc., qu'on en oublie ce qui nous rend humains, c'est-à-dire l'interaction avec d'autres humains. Et ça peut avoir des effets qui sont assez délétères. Et j'imagine, dans tes recherches, en tout cas, alors déjà chez les adultes, hein, mais parce qu'on voit beaucoup de solitude, voire d'isolement. Mais j'imagine que chez les enfants, c'est aussi un truc que tu dois observer, qui doit t'inquiéter. Non, enfin, parmi tes sujets d'inquiétude, après on parlera aussi des sujets positifs évidemment, mais parmi tes sujets d'inquiétude, il y a peut-être ça, non? Cette perte de notre humanité d'une certaine manière. Oui, parce qu'en fait, finalement, des fois, j'ai l'impression que on va aller utiliser la tech en général et l'IA maintenant en particulier pour aller se dire, ça, c'est un problème. On va aller colmater avec l'IA. Si un parent, on voit par exemple que parmi les choses qui ont un impact assez négatif, et là, le but, c'est vraiment de comprendre dans quel système ça vient se mettre. Mais on voit que ce qu'on appelle la technoférence, donc le fait que je suis avec mon téléphone plutôt qu'être avec les autres, il y a énormément de technoférence parentale, où en tant que parent, on est très attiré par notre téléphone, on est souvent distrait, on n'est souvent pas dans la relation. Quand il y a des surveys qui sont faits auprès des jeunes, 80% des jeunes rapportent se sentir parfois seuls avec leurs parents à cause de l'utilisation du téléphone de leurs parents. Voilà, ça c'est un chiffre. Et ça nous donne un petit peu... Ouais, non mais c'est vrai. C'est choquant et en même temps énorme. pas choquant parce qu'il suffirait de s'observer soi-même pour se rendre compte. Exactement. Et quand il y a des études qui sont faites, par exemple, par des chercheurs, moi je trouve ça très cool comme étude en tant que chercheuse, mais où ils ont été dans les parcs, regarder les parents et noter les interactions parents-enfants en fonction de ce que le parent était en train de faire. Ce qu'on voit, c'est que les parents sont moins patients, moins attentifs et plus agacés quand ils répondent à leurs enfants s'ils étaient sur leur téléphone versus s'ils sont en train d'avoir une conversation avec quelqu'un d'autre, s'ils sont en train de lire. C'est globalement quand ils sont sur le téléphone qu'ils sont le moins bien quand ils reviennent dans l'interaction. Quand tu déploies plus de téléphonie autour d'un parc, par exemple des parcs qui n'avaient pas trop accès à un bon réseau et ensuite il y a réseau, il y a une augmentation du nombre d'accidents dans les parcs parce que les parents sont moins attentifs. Donc ça c'est un truc et je jette la pierre à personne, je suis la première à tomber dedans parce que c'est difficile, parce qu'on est dans un monde où aussi
il faut travailler maintenant, ton enfant est malade, faut quand même essayer de faire les trucs parce que génial, on a inventé le télétravail, mais au final, t'es obligé de continuer à fonctionner alors qu'en vrai, c'est pas aussi calme chez toi. Donc, c'est plus, il y a un problème au niveau vraiment de quelles sont les ressources qui sont données aux parents. Le temps, les capacités. Alors moi, je suis aux États-Unis où le congé parental dure 6 semaines quand tu as de la chance. Bien sûr que tu peux pas être présent au niveau que tu voudrais, mais c'est pas tant la faute du parent, c'est qu'il est obligé d'être compétitif dans une société qui le pousse à ça. Donc là, se dire du coup, je suis moins disponible, je vais pouvoir avoir une IA qui fait ça pour mon enfant. C'est là où moi je vois un peu le risque, où je me dis est-ce qu'on prend le temps de réfléchir à comment on déploie cette IA pour aller aider, ou est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'être un petit peu moins présent et d'être plus efficace ailleurs? Comment on fait attention d'utiliser cette IA pour ou ne pas l'utiliser quand il n'y a pas besoin, ou plutôt pour promouvoir de la connexion finalement. Et c'est là où pour moi il y a une inquiétude, quoi. C'est quoi justement tes plus grosses craintes? Pardon de commencer comme ça, mais ouais, non, mais ça dépend de l'âge des enfants. C'est pas la même chose à différents âges. Chez les plus jeunes, dans les choses qui sont un peu plus inquiétantes, c'est pas que mes craintes en fait. Grosse partie des travaux se repose sur un rapport de recherche qu'on a publié l'an dernier, où j'ai demandé en fait, j'ai fait des interviews avec des experts en IA en leur disant dites-moi ce qu'arrive en fait. C'est quoi les produits qui vont être chez nous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec lesquels les enfants vont interagir. Et puis après, j'ai demandé à des experts en psychologie, en neurosciences, de me dire, quand vous entendez ça, quelles utilisations vous êtes, oh, c'est génial, et lesquelles vous êtes genre, ouf, je suis pas sûre, peut-être n'y allons pas, ou alors dans des cas très particuliers. Et donc ça donc c'est pas juste mon opinion de qu'est-ce qui est inquiétant, c'est plus global. Un qui fait peur et qui arrive plus vite que prévu aussi, où je pensais qu'on avait un peu plus de temps, c'est globalement tout ce qui est interaction IA-enfant avec l'IA générative. Et nos enfants, ils interagissent déjà avec le IA. Alexa, Google, Siri, les enfants savent très bien l'utiliser. Alors là, on est dans des interactions qui sont beaucoup sur de récupération d'informations. Quel temps il fait, 3 plus 3, ça fait combien? Donc on est dans ces questions-là. On a des niveaux d'interaction qui sont pas inquiétants. Il y a pas vraiment d'émotion, il y a pas de conversation, il y a pas de lien qui se crée finalement avec cette IA. Là où c'est un peu plus inquiétant, c'est tous les produits qui vont aller retenir l'information et qui vont aller reproduire ce que serait une relation, de se souvenir du nom de l'enfant, de pouvoir aussi avoir plus d'engagement émotionnel. Ah, t'étais à l'école aujourd'hui, tu m'as manqué. C'est pas la même chose que dire voilà la météo pour aujourd'hui. Mais d'ailleurs, néanmoins, par rapport à ce que tu dis, pardon, je te coupe, mais il y a quand même un sujet sur le référent connaissance qui devient ton IA versus ton parent ou ton professeur. Ça joue quand même. Enfin, je sais pas exactement, j'arrive pas à définir parce que moi je suis ni psychologue ni neuroscientifique, mais je me dis quand ton référent connaissance ça devient une IA et pas ton prof ou ton parent, ça pose question quand même. D'une certaine manière. Ouais, non, mais c'est intéressant, ils ont été regardés justement qu'est-ce qui fait qu'un enfant fait confiance à une source d'information. Et globalement, que ce soit chez les humains ou avec de l'IA, c'est la qualité des réponses. Donc, si l'enfant voit qu'en général, on se plante systématiquement, on ne devient pas une très bonne source d'information. Et à l'inverse, si l'information est toujours bonne, ils vont finir par avoir plus confiance en ça. Après, ça dépend aussi de quelles informations on est en train d'aller rechercher. Parce que et je pense que c'est là où il y a une éducation aussi à faire auprès des enfants. Oui, il va demander des faits. Et une IA, en général, elle saura potentiellement mieux que ton parent. Ce qui n'est pas du tout la même chose que comment je gère cette situation à l'école. Comment je gère ça avec mon ami. Parce que l'IA va pas pouvoir... Enfin, d'ailleurs, elle va le faire. Hein, c'est ça qui est un peu... Elle le fait. Hein, mais... Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA en mettant en fait... Ouais, mais là où pour moi... Des fois, ce qu'on a envie aussi, quand on va parler, surtout à un adulte, en fait, ou à quelqu'un, en fait, un adulte, un mentor en tant qu'adulte, quelqu'un dont on considère l'expertise ou l'expérience, c'est dis-moi comment ça a été pour toi, rassure-moi, en fait. Et l'IA, elle va pas pouvoir nous raconter, moi, quand j'avais 6 ans, tu sais, ça m'est arrivé, regarde, finalement, oui, genre, j'avais des problèmes à l'école et
Et maintenant, en tant qu'adulte, tout va bien. On a besoin de ces histoires qui nous disent que ça va aller mieux quand ça va pas bien, par exemple. Ça, une IA ne devrait pas le faire. Alors, il y a certaines IA qui le font. C'est pas parce que, et ça, c'est un problème de développement, c'est que les barrières de sécurité sont pas mises. Une IA ne devrait pas dire à un enfant ou à un adulte, ah, je me souviens à ton âge, c'était la même pour moi. Non, en fait, elle se souvient pas, ça lui est jamais arrivé. Et c'est là où il y a un risque, en fait, c'est à quel point on laisse ces produits être anthropomorphiques, agir comme si c'était des humains. Donc ça, c'est des vraies questions, et encore plus avec les enfants, où quand même comprendre qu'une IA qui parle vraiment comme un adulte, ou comme un humain n'est pas un humain, c'est difficile, puisque même nous, en tant qu'être humain, on est très très mauvais pour faire la différence. Même quand on sait pertinemment qu'une IA est une IA, même les gens qui sont très éduqués à l'IA, c'est facile d'aller oublier parce que notre cerveau, il n'est pas sans arrêt en train de se dire « cette voix n'est pas un humain, cette voix n'est pas un humain ». Genre, au bout d'un moment, juste cette voix, c'est une voix qu'on entend, et on va agir avec elle de la même manière, même si on comprend ses limites. Ouais, ça, c'est vrai que c'est particulier parce que et j'avais fait un épisode sur les amitiés, les histoires d'amour avec des IA. Et en fait, les gens, effectivement, naturellement, ils ont conscience que ce sont des robots. Mais néanmoins, ils privilégient cette relation à parfois des relations avec des vrais humains parce qu'en fait, elles sont sans friction. C'est-à-dire que l'IA va assez rarement ne pas aller dans ton sens. Elle est toujours disponible, elle est toujours de bonne humeur. Et finalement, dans cette dynamique un peu d'individualisation et d'autocentrage, finalement, l'IA, c'est plus facile. Et je pense que pour un enfant où on voit beaucoup, c'est vrai chez les adultes aussi, mais beaucoup d'isolement dans leur chambre, du coup, l'IA, alors je sais pas, peut-être qu'il y a un côté bien, parce que du coup, ils sont plus isolés, si on peut dire ça comme ça, ce qu'ils parlent avec une IA. Je sais pas si on peut appeler ça, je sais pas si c'est bien. Mais d'une certaine manière, ils s'enferment encore plus avec eux-mêmes. Alors, je pense que chez les plus jeunes enfants, ça reste qu'un jeune enfant, ça bouge beaucoup, ça passe moins par le langage et plus par le moteur quand même. Donc pour eux, je pense que l'IA, elle va être assez vite insuffisante. Alors, quand on aura des robots hyper performants, ce sera une autre chose, mais on n'est pas encore là, la robotique, on est quand même... c'est pas pour tout de suite. Donc, je pense que pour eux, la conversation va rester assez limitée. Par contre, pour moi, là où il y a une vraie inquiétude, c'est vraiment chez les adolescents. C'est vrai que les adolescents, on oublie qu'en fait, on parle de crise d'adolescence, mais en fait, c'est parce qu'il y a une crise neurologique à l'adolescence, où il y a réellement il y a une rapidité d'évolution et de reconnexion dans le cerveau qui est pas si différente de ce qu'on voit chez un très jeune enfant. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est que il y a un développement au niveau du système limbique et du système de la récompense qui se développe en premier, ce qui veut dire qu'ils veulent des récompenses là tout de suite maintenant. C'est pour ça que les risques d'addiction sont plus forts à l'adolescence qu'à un autre moment, parce que finalement le système qui quand il y a un développement plutôt pathologique de certaines connexions, ça joue justement dans le système de récompense qui à ce moment-là est vraiment très sensible, et la capacité elle est inhibée. Donc tout ce qui est préfrontal se développe 1 an ou 2 après. Donc il y a un décalage. On a quelqu'un qui veut de la récompense tout de suite sans être capable de dire c'est peut-être pas une bonne idée. Est-ce que je joue jusqu'à 2h du mat à mon jeu vidéo et je me plante demain à mon contrôle? Ouais. Donc il y a vraiment et ils le font pas genre juste pour frustrer les parents, même si franchement ils y arrivent très bien. C'est pas un objectif. C'est vraiment que c'est difficile pour eux. Et quand on voit comme nous-mêmes on est quand même assez nuls pour gérer nos temps d'écran, alors que notre cerveau est quand même plus capable de le faire, on leur demande de faire un truc qui est très compliqué. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'adolescence, c'est un moment où il y a vraiment un remaniement au niveau de la socialisation. Donc jusqu'à là, leur référent principal, leur attachement principal, quand tout se passe bien, c'est le parent. Et on voit qu'à l'adolescence, il y a un shift où il faut qu'ils quittent un petit peu le nid familial, puis qu'ils aillent s'aventurer, aller créer des connexions très fortes avec des jeunes de leur âge. C'est normal, c'est que biologiquement, si on regarde l'évolution, c'est le moment où il faut qu'ils partent. Et donc, on voit une augmentation de l'anxiété sociale à cet âge-là. C'est le moment où il y a un développement fort, et c'est normal. On veut que les enfants ils soient un petit peu anxieux socialement, puisqu'ils doivent apprendre à s'ajuster. C'est hyper compliqué. Pendant longtemps, quand on voit des enfants de 9 ans, encore 9-10 ans,
ils font n'importe quoi, ils s'en fichent plus du regard des autres. Il y a un petit aspect quand même, ils commencent à se rendre compte qu'on fait pas tout n'importe comment. Mais là, quand on arrive vraiment dans cette, je dirais le 11, 12, 14 ans, là, il y a vraiment un truc qui se passe où d'un coup, il faut apprendre que ce que tu fais à la maison avec tes frères et sœurs, ce que tu fais avec ton meilleur ami quand tu es dans ta chambre et qu'il y a personne qui vous regarde, ou quand tu es devant 200 personnes à la cour de récré, c'est pas la même chose que tu peux faire socialement. C'est pas les mêmes comportements. Et ça, c'est un ajustement social. C'est hyper stressant d'apprendre quand est-ce que je peux faire quelle autre chose. Alors si en plus tu rajoutes le fait que maintenant tu peux être filmé et que ça peut être gardé à la postérité, augmentation de l'anxiété encore plus forte. Plus tes compétences sociales sont déjà un peu fragiles, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'anxiété sociale quand tu as des capacités de socialisation, de compréhension des aspects sociaux qui est plus faible. Il y a plus d'anxiété parce que tu te rends bien compte que c'est plus difficile. Et là-dessus, si tu me donnes une IA qui est tout le temps disponible, qui va pas se moquer de moi, genre, tu vois, là, l'aspect, ça crée un terrain hyper fertile pour être attiré par ces IA qui, globalement, sont plus faciles et c'est dur d'être avec les autres. Alors, quand on est adulte, on arrive dans des milieux où on est tout le temps avec les mêmes personnes. Et on se connaît mieux et ça devient un peu plus simple. Mais là, c'est l'âge où ils sont en train de créer ces connexions, cette capacité à le faire. Ils n'ont pas encore ces capacités, ils n'ont pas ce recul. Ils n'ont pas assez d'histoires de « Ah, quand j'avais fait ça, ça s'était mal passé, donc là, je vais faire différemment ». Nous, on a construit toute cette expérience à un moment où notre cerveau était fait pour ça. Donc, du coup, on apprenait très vite. Et là, comment on s'assure que à ce moment-là, ils sont toujours dans un moment où, quand leur cerveau est prêt à apprendre ces compétences sociales-là, ils le font avec d'autres êtres humains. Ils apprennent cette frustration, ils apprennent cette résilience dans les relations sociales. Globalement, je comprends que beaucoup se tournent vers des IA parce que c'est plus facile. C'est difficile d'être adolescent, c'est difficile d'être un humain. Les autres humains sont hyper frustrants de manière générale, ils font pas ce qu'on veut. Des fois, ils disent un truc et en fait, ce qu'ils veulent vraiment, c'est pas ce truc-là. Enfin, c'est compliqué les interactions sociales. Et une IA, d'un coup, c'est quelque chose qui a l'air beaucoup plus simple et donc c'est attirant. Mais ce que tu dis quand même, j'ai relevé ça dans ce que tu dis, on a envie que l'enfant il soit anxieux, que l'adolescent soit anxieux. C'est pas commun de dire ça. Un petit peu, ouais. Mais en fait, ça fait partie de son développement. Ouais, non, mais il y a tout un niveau d'anxiété sociale. Bah, finalement, imagine un jeune de 12-13 ans qui a zéro anxiété sociale, qui continue d'agir comme quand il avait 5 ans. Est-ce que socialement ça va bien se passer pour ce jeune ? C'est Donald Trump. Non, en fait, dans la société, on n'est pas... Moi, je me comporte pas pareil dans ma maison que quand je suis à un événement de networking, que quand je suis à un dîner de famille, que quand je suis à un dîner avec mes potes. Tu t'adaptes, en fait. T'apprends sans arrêt à mettre finalement une bonne partie de ce que les gens attendent de toi. Et ça, c'est le côté il faut être authentique, il faut être soi-même tout le temps. Oui, dans la mesure du raisonnable. En fait, il y a des normes sociales et en fait, elles nous aident à savoir comment être. Et on veut que les jeunes apprennent. Et ça passe par un petit peu un niveau de stress. T'es plus stressé de ce que tu vas dire ou des mots que tu utilises quand t'es dans un contexte professionnel que quand t'es avec tes meilleurs potes. Et c'est normal. Donc même nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas toujours le même niveau de conscience de notre environnement social. Et eux, ils sont en train de l'apprendre. Donc un certain niveau de micro-anxiété sociale. Genre, on veut pas que ce soit au stade où ils veulent pas sortir de leur chambre, ils ont peur, ils sont roulés en boule. Non, c'est pas de ça dont je parle. Mais j'étais pas à l'aise parce que machin a dit ça et moi j'ai dit ça. Et ça, c'est normal, en fait, tout le côté où des fois les gens disent, il y a tellement de drama à l'adolescence. On veut qu'il y ait du drame à l'adolescence. On veut qu'ils apprennent ça. On veut pas que ce soit du drame catastrophique, mais ce petit genre, il a dit ça et j'ai dit ça, il s'est passé ça. C'est tout à fait normal, en fait. Et au contraire, c'est plutôt, un développement sain, en fait. C'est ça qu'on veut voir. Et cette discussion-là, est-ce que c'est sain de l'avoir avec une IA ? Ce que les gens font, moi je vois, enfin je te parle d'adultes, je parle pas avec des adolescents, mais je vois des adultes qui copie-collent des conversations WhatsApp pour savoir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça veut dire. Et j'imagine, je suppose, qu'un adolescent qui est justement dans cette micro-anxiété sociale, il va le faire d'autant plus. Est-ce que cette conversation, est-ce que c'est OK de l'avoir avec une IA ? Ou est-ce que ça serait quand même mieux qu'il l'ait qu'un adulte ? Je pense que ce serait mieux qu'il ait... ça dépend du niveau. Je dirais vraiment, est-ce que c'est... Ça dépend de l'adulte aussi. Dis-moi ce que je dois répondre. Fais-moi le message ou
il se passe telle situation, il y a un conflit, donne-moi 5 manières différentes de résoudre un conflit. Déjà, je pense que c'est un bon truc à apprendre aux jeunes, c'est tu demandes jamais une IA une réponse, t'en demandes toujours 5. Parce que d'un coup, ça te redonne le choix. T'as des alternatives. Et ça peut être intéressant. Le problème, c'est que les IA à l'heure actuelle sont pas développées avec ce type de guardrails auprès des jeunes. Donc, quand ils se retournent vers une IA en général, à part s'ils restent sur ChatGPT, ils vont quand même de plus en plus sur les apps type Replica, type Characters AI, et il y en a d'autres. Là, assez vite, l'IA, elle rentre dans de l'émotionnel. Et le but Replica, de on ces a IA, vu ce gamin qui s'est suicidé. Hein. ouais, non, et on travaille avec, on parle justement avec l'avocate qui représente cette maman, mais qui va représenter d'autres cas parce qu'il y en a d'autres. On les a pas tous et ils sont pas tous publics. Cette maman fait un travail énorme justement de conscientisation, de dire ça existe. Mais d'ailleurs, j'admire son courage parce que ça vient vraiment aussi de ce qu'elle a vécu, de se dire si seulement si j'avais su que ça existait, comment tu prépares ton enfant à un risque que tu connais pas, mais le niveau de violence qu'elle reçoit également est hyper important. Donc il y a une vraie, pour moi, il y a un vrai courage de prendre parole en disant ça va devenir mon combat parce que et peu importe le niveau de violence qu'elle peut recevoir par les gens, de dire de toute façon elle aurait dû le savoir, et les gens vont aller attaquer sur tout. Ce qui est intéressant, c'est de se dire non, pourquoi ça arrivait pas qu'à son enfant, pourquoi ça arrive. Moi, genre je faisais un talk, c'était en France justement il y a un mois ou deux, et à la fin j'ai une jeune qui vient me voir et donc j'explique comment ça se passe, le développement du cerveau, pourquoi les jeunes vont être attirés par ça. Et elle a 19 ans, elle me dit moi je suis un peu timide, j'ai commencé à parler avec une IA et puis à parler un peu plus et puis à parler un peu plus, et elle dit je me suis pris un électrochoc à un moment où je me suis rendu compte que en fait je n'étais pas sortie du week-end, je n'avais pas vu mes amis et j'avais dormi peut-être 4-5 heures par nuit, le reste du temps j'étais avec cette IA. Et de se rendre compte, et là d'une certaine façon, et le problème c'est que les gens n'en parlent pas parce qu'il y a un niveau de honte, de dire qu'est-ce que ça dit de moi. En fait non, c'est qu'est-ce que ça dit de l'IA et qu'est-ce que ça dit de l'humain en général. C'est pas personnel. Je pense qu'il faut désindividualiser ce côté-là où c'est pas cette jeune-là. Et tu vois, d'ailleurs elle commençait à dire c'est parce que je suis timide. Et non, en fait c'est pas parce que t'es timide, c'est parce que c'est hyper attirant, c'est hyper addictif, et que c'est celui-là en particulier, caractérisé comme Replica. Ce qu'on demande à l'IA de faire, c'est d'augmenter le temps d'engagement, à quel point tu reviens. Donc, et on pourrait donner d'autres métriques à ces modèles. Les métriques, ça pourrait être augmenter le niveau de bien-être de mon utilisateur. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est comment on fait pour qu'il revienne. Pour qu'il revienne, il y a une espèce de dépendance affective, quoi. On en revient au début de notre conversation où je te demandais est-ce que l'éthique et le néolibéralisme, ça fonctionne ensemble? Mais il faut changer de métrique. Oui, mais du coup, il y a moins d'argent. Tu vois, c'est... Ouais, potentiellement. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus facile de commencer par les enfants, parce qu'il y a déjà moins d'argent dans la tech auprès des enfants. Oui, bien sûr. C'est déjà pas l'endroit où il y a le plus d'argent. Donc ça enlève une partie de ça. Et parce que les gens qui développent des IA, peu importe à quel point ils peuvent être hyper excités sur le côté adulte, j'ai rencontré très très peu de personnes qui bossent dans l'IA et qui disent non, alors moi j'ai zéro inquiétude sur l'impact que ça va avoir sur mon enfant. C'est rare ici, même chez les gens qui bossent sur ces compagnies-là et qui développent ces produits. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Ouais, peut-être. Et en même temps, il y a il y a quand même une grande partie encore de ces personnes qui ont des enfants et qui sont inquiets pour la suite, ou qui ont des neveux et des nièces, qui ont des attachements à des enfants, quoi. Donc tu le disais tout à l'heure sur le développement du cerveau, chez les enfants, enfin chez les adolescents, comme ils sont dans un moment de construction avec beaucoup de vagues, voire de tempêtes émotionnelles, moins que chez quelqu'un qui a 5 ans, j'imagine, un enfant de 5 ans, et on le sait, un enfant, il a aucune capacité à gérer ses émotions, donc ça génère des tempêtes émotionnelles assez fortes, et c'est pour ça qu'il est capable de passer de grands pleurs à un grand sourire. Ça peut toujours sembler étrange aux gens qui n'ont pas d'enfants, et c'est mon cas, j'ai pas d'enfant, mais par contre, j'ai bien compris ce concept de tempête émotionnelle. Et ça arrive encore en fait, ce qui est intéressant, et ça, je savais pas, c'est que chez les ados, c'est aussi le cas. C'est-à-dire qu'en fait, la tempête émotionnelle, elle est pas calmée quand t'es adolescent.
Non, elles s'expriment différemment et je pense que c'est un peu le piège, c'est qu'ils parlent bien, ils parlent comme des grands et du coup, c'est facile de croire qu'ils sont comme nous et qu'ils sont déjà à ce niveau-là. Mais même quand tu regardes tout ce qui est tous les travaux sur l'empathie et tout, on voit que globalement la capacité d'empathie se développe très longtemps. Genre, en fait, il y a vraiment il y a une différence entre être capable de prendre son tour et comprendre un peu les compétences sociales, mais les compétences sociales, il y a un affinement hyper important à travers les années. C'est un peu comme le langage. Un enfant de 5 ans, il sait parler. Bon, il parle pas comme quelqu'un qui a 15 ans. Il y a vraiment un raffinement, une spécialisation, une complexification. Et dans les interactions sociales, il y a une complexification et une meilleure capacité à gérer ça, mais c'est difficile. Et donc, c'est vrai que sur la capacité à réguler les émotions, justement, je te disais, il y a ce système limbique, donc qui gère le système de récompense, mais des émotions, qui se développe avant le système frontal. Et quand tu vois des adolescents, globalement, ils vivent, et au moins l'avantage, quand on parle des enfants, c'est qu'on a tous été des enfants, on a tous été des adolescents. Quand tu te souviens de certains moments où, d'une certaine façon, ces highs que tu peux avoir à l'adolescence, où genre t'es tellement heureux avec cette puissance et où en fait tu te souviens que le lendemain tu pouvais être au fond du trou et c'était la fin du monde. Des fois c'est facile en tant qu'adulte de se dire bah franchement pourquoi genre je faisais. En fait c'est parce qu'on les vit avec cette profondeur à cet âge-là en fait. Donc des fois on se juge nous-mêmes à l'adolescence, mais il faut se souvenir de l'intensité de ces émotions. Elles sont réelles, même si des fois quand on regarde on se dit objectivement c'était pas un gros problème. Les émotions c'est pas objectif, une émotion c'est subjectif. Quand un enfant il pleure parce que son autocollant il colle plus, c'est un vrai drame à ce moment-là. Genre l'émotion elle est pas mise dans le contexte de bon, en même temps par rapport aux gens qui meurent de faim dans le monde, c'est pas très grave mon autocollant qui colle pas. Un enfant de 3 ans il est pas en train de dire ça, genre son autocollant il colle pas et c'est grave. Et donc il y a pas de rationnel. L'émotion elle est pas rationnelle. Donc un adolescent quand il vit ses hauts et ses bas, il les vit pleinement. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.